C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pillot-Vivien de la revue Regard et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors un crime n'est jamais un avertissement. L'État doit prendre la mesure de ce qu'il se passe et qu'une lutte à mort est engagée. C'est l'extrait d'une tribune écrite par Amine Kessassi, le frère de Mehdi, assassiné par des gangs de narcotrafic à Marseille. C'est dans Le Monde. Dans l'urgence, Emmanuel Macron hier a convoqué une réunion au sommet à l'Élysée pour faire le point sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic. Encore une énième réunion. L'État est-il impuissant devant la montée grandissante des réseaux mafieux? Dominique? L'État a besoin de rassembler toutes ses forces, et plus encore que ce n'était le cas jusqu'ici, pour affronter un défi qui, s'il n'est pas surmonté, pourrait devenir grave pour l'unité nationale. Donc moi, quand j'entends quand j'entends dire que l'État est impuissant, oui, il n'y a pas de miracle. L'État ne peut pas faire de miracle, surtout face à de tels défis. Mais je crois que avec, par exemple, vous citiez le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, les propos qu'il a tenus sont des propos marquants et bienvenus. Je pense qu'à l'Élysée, on est sur la même ligne. Mais c'est un défi, mais c'est un défi collectif. Il faut que l'ensemble des Français en prennent conscience, fassent bloc chacun à sa façon. Il y va. Oui, Dominique, quand vous voyez que même les associations sont en train de se taire, quand justement le jeune homme dit que son frère a été tué, dit « je ne me tairai pas ». Mais il est un des rares encore à reprendre la parole, à ne pas avoir peur. Mais on le voit à Marseille, les associations soit ferment boutique. D'un mot, le courage de ce jeune homme est extraordinaire et nous impressionne. C'est peu de dire ça, mais je peux déjà dire ça. Que par ailleurs, beaucoup soient devant l'angoisse pour leurs enfants, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs voisins, soit dans le silence ou la discrétion, ou contourner les endroits les plus délicats, c'est une réalité. Mais vous vous rendez compte, pardon, quand je dis ça, c'est pas à vous que je dis ça, mais il faut qu'on se rende compte de là où nous en sommes. Je pense qu'on a tort d'utiliser, certains politiques le font, mexicanisation, etc. Bon, c'est des commodités. Mais on est dans une situation d'une gravité telle que s'il n'est pas enrayé, s'il n'est pas bloqué, s'il n'est pas stoppé, si tout le monde ne fait pas bloc contre elle, elle peut nous mener à des aventures dramatiques. Alors, Pablo, on va écouter les propos justement que vous évoquiez de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. On l'écoute et vous réagissez. Ce qui est certain, c'est que la plupart des participants, et nous avons collectivement constaté que c'était évidemment pas un règlement de compte classique comme on pouvait malheureusement déplorer dans le cadre du paysage de la lutte contre le trafic de stupéfiants, et que c'était manifestement un crime d'intimidation, Et d'ailleurs, plusieurs personnes autour de la table ont évoqué le fait qu'il y avait ici un point de bascule. Un point de bascule, ce meurtre préparé est totalement inédit. Donc c'était un véritable point de bascule. Voilà, un point de bascule. Mais une fois qu'on a dit ça, parce qu'on sait, c'est vieux comme Marseille, presque, mais à Marseille, voilà, le narcotrafic, la drogue, avant c'était la mafia, etc. On connaît l'histoire, mais on ne découvre pas, même si la police œuvre de manière importante, on a le sentiment vraiment, là, pour le coup, c'est pour l'instant le ministère de la Parole. Ce n'est pas que le ministère de la Parole. Enfin, je veux dire, il y a des stratégies. Et c'est quand même important de voir, en fait, quelles sont les stratégies vis-à-vis de ce narcotrafic qui prend de plus en plus d'importance en France. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, et notamment du monde occidental. En gros, vous en avez deux principales. Il y a ce qu'on appelle la prévention des risques. Ça, c'était une politique qui était mise en place, en gros, depuis les années 70-80, où on essayait de faire de la prévention auprès de certains groupes qui étaient particulièrement consommateurs
de drogue et de leur dire attention, comment vous prenez de la drogue, les différents endroits en fait où ils pouvaient acheter, leur expliquer en fait d'où ça venait, etc. Cette politique, elle est pas orthogonale, mais elle est parallèle à une autre politique qui est la politique de la guerre à la drogue. Et ça, c'est la politique, c'est le choix du gouvernement actuel et notamment des prédécesseurs de Laurent Nunez de dire on va faire la guerre à la drogue, on va mettre... Et là, vous avez deux façons à l'intérieur de cette guerre à la drogue. Vous avez la façon de dire bon bah en fait on va remonter, on va donner de l'argent pour que les services de renseignement réussissent à remonter et à choper les gros chapeaux qui ne sont pas forcément en France. Donc ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de diplomatie aussi pour essayer d'aller les choper là où ils sont, c'est-à-dire dans les pays par exemple du Golfe Persique ou dans d'autres endroits. Et puis vous avez la politique qui a été notamment celle de Gérald Darmanin et puis de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur successif, de dire on va mettre des bleus dans la rue, on va faire des opérations XXL où ça sert pas à grand chose. Leur politique honnêtement est discutable, mais elle ne se réduisait pas à ça. Non, bah, d'ailleurs les Français souhaitent, comme pour reprendre votre expression classique là, qu'il y ait des bleus dans la rue. Mais si ce n'était que ça ne suffirait pas. Et loin s'en faut, on s'en aperçoit avec ce qu'on est en train de vivre depuis quelques jours. Mais lorsque vous écoutez, par exemple, les juges qui ont parfois devant eux des narcotrafiquants. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les juges? Ils disent, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir efficacement que nos décisions soient ensuite exécutées. On aimerait bien... Bravo. Alors là, Pablo, je dis au passage bravo. Pourquoi? Non, mais je trouve ça merveilleux. Non, mais un petit peu d'ironie, mais chaleureuse et solidaire, hein. Les juges, donc, je pense que c'est mieux quand c'est dans votre bouche que éventuellement dans la mienne. Les juges demandent que leurs décisions soient parfois ou le plus souvent exécutées. Mais c'est très important. Et ça en dit long. Ça en dit long. Et ils demandent aussi, par exemple, de l'argent pour que les procureurs puissent mener des enquêtes. Et parfois, ils ne l'ont pas, cet argent. Et ça nécessite beaucoup d'argent. Et là, c'est vrai qu'il y a un problème parce que remonter, en fait, les chaînes... Parce que là, par exemple, ce qui s'est passé avec le frère d'Amine Kessassi est vraiment... Toutes nos pensées, collectivement, je pense qu'on peut le dire, vont auprès de Amine Kessassi et de sa famille et de son combat excessivement courageux. Ce qui lui est arrivé est dégueulasse. C'est absolument horrible et son combat est d'autant plus courageux et beau et important qu'il le mène. En revanche... Ça peut reposer sur les épaules... Non, ça ne peut pas reposer sur ses épaules. Il y a une prise de conscience collective à avoir vis-à-vis de ce fléau qui est la drogue et qui est le narcotrafic. Mais après, vraiment, et c'est la chose la plus importante, c'est que derrière, il y a des commanditaires. Et c'est-à-dire que... Et là, c'est là qu'il y a... Peut-être qu'on ne va pas être d'accord avec Dominique. Il me dit, oui, quand même, ils ne font pas que mettre des bleus dans la rue, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils se sont concentrés. Et ça, c'est ce que rapportent certains juges... et qui disent, en fait, ça fait 3 fois que vous évoquez les juges. Vous avez dû avoir... J'aime beaucoup les... Exactement. Au téléphone, j'en ai eu quelques-uns. Et en gros, prenez de la distance par rapport à ce que disent vos collègues juges. Ce qui m'explique, les juges, c'est que il y a une concentration, en fait, sur les gens qui sont dans la rue, les gens qui font, par exemple, le trafic, la dernière roue, en fait, de ce trafic, c'est-à-dire les chauffeurs, ceux qui regardent, ceux qui guettent, les guetteurs, et ceux qui vendent la drogue au pied des immeubles. Voilà, on se concentre sur eux. C'est pas les gros bonnets, c'est pas eux qui prennent, c'est pas eux les commanditaires. C'est bien que c'est pas les gros bonnets, on le sait bien. Et je vais vous dire un truc encore plus grave. Les gros bonnets, ils sont on sait bien que c'est pas les gros bonnets. Oui, mais c'est les gros bonnets qu'il faut aller chercher. Or, les opérations XXL, Dominique, pas les uns aux dépens des autres. Aller récupérer les chauffeurs, les guetteurs et les vendeurs et les revendeurs. Et derrière, on sait très bien qu'une semaine après, il y en a d'autres qui vont se réinstaller. Il faut de tout. C'est une guerre totale et qui nous est imposée. Il faut une réponse internationale, Dominique. Vous parlez de vos contacts avec, des conversations que vous avez avec les juges, vous avez raison. Je peux en avoir moi aussi de mon côté. Je ne sais pas s'ils disent toujours la même chose, mais bon. Mais puisque vous dites ça, je voudrais simplement dire aussi que les Français qui voient à côté de l'école maternelle, à côté de chez eux, des guetteurs, des vendeurs, des trucs, et que ça ne cesse d'augmenter, ils ont aussi besoin,
pas d'abord, pas seulement, mais ils ont aussi besoin que des choses se passent de ce côté-là. Et il faudrait bien voir que la police ne soit pas là. Oui, mais bon, elle ne l'est pas assez. Disait Pablo, les guetteurs, ils repoussent comme les hydres. Absolument. Vous les déplacez, ils vont ailleurs. Mais tout à l'heure, vous parliez d'unité nationale. Est-ce qu'il y a vraiment une unité nationale lorsque la loi a été votée? LFI, la France Insoumise et d'autres à gauche n'ont pas voté cette loi, considérant que c'était des atteintes aux libertés. Est-ce qu'on peut encore faire des circonvolutions aujourd'hui sur ce Je réponds sur cette à guerre, votre question en n'engageant que moi, non. Ben oui. On ne peut pas, on ne peut plus. Et j'attends personnellement comme citoyen, je ne fais pas un discours moralisateur comme journaliste, j'attends comme citoyen que toutes les forces politiques, y compris la France Insoumise, votent le moment venu, en dehors des intérêts partisans, etc., votent les mesures qui permettront de faire bloc. Attendez, ce qui s'est passé, on le redit là, mais nous l'avons tous en tête, un jeune homme qui est abattu parce qu'il a la seule qualité d'être le frère de celui qui mène le combat contre les narcotrafiquants, à juste titre, là, tout le monde, j'ai entendu notamment une leader écologiste tenir des propos inattendus, enfin nouveaux dans sa bouche, qui étaient, si je puis dire, parfait. Je suis un peu gêné parce que je donne des notes, etc. Mais il faut faire bloc. On est tous concernés. Le petit gars qui a été tué comme ça, c'est notre voisin, c'est notre copain, c'est notre frère, c'est notre petit-fils. Enfin, qui sait demain, parce qu'il s'agit de faire peur. D'intimider. Alors non, voilà. Alors certes, il faut faire. J'entends qu'il faille faire bloc, qu'il faille que ça ce sujet en fait soit sur le devant de la scène. En revanche, je suis désolé, mais les députés, en l'occurrence de la France Insoumise, mais qui se portaient garants de la question des droits et des libertés publiques, ils ont tout à fait raison aussi de dire attention. Il y a parce que c'est des tensions. On va pas faire n'importe quoi. Non. Mais attendez, il y a des tensions en fait à l'intérieur de toutes les lois, et là, en l'occurrence, à l'intérieur de la loi narcotrafic. Il y a une tension, d'un côté sécuritaire, essayer d'aller vers plus de sécurité, et de l'autre côté, la question des droits et des libertés publiques. Cette tension-là, les députés de la France Insoumise, ils ont dit, sur le attention, en fait, exactement. C'est-à-dire qu'il y a... Ben non, mais pas oui, mais, je suis désolé, mais... Est-ce qu'on peut avoir des oui, mais encore, Pablo ? Ce n'est pas parce que... Mais non, mais vous dites, oui, mais quoi ? Je suis d'accord. Oui, mais... Oui, mais pour la France Insoumise aussi. Mon frère soit abattu par des tueurs inconnus qui n'assument même pas leur acte. Mais c'est inacceptable. Je suis complètement d'accord. Il faut trouver les voies et moyens pour lutter contre ça, pour lutter contre le terrorisme. Mais ça ne veut pas dire tomber dans des écueils. On va pas faire un état policier pour être clair. Voilà. Dominique le dit très bien. Je le dis, mais c'est tellement une évidence. Ça s'appelle le rétablissement de la torture. Et je rappelle. Mais attendez, je rappelle, vous savez, je vais convoquer Badinter qui est récemment rentré. Je vais convoquer Badinter qui est récemment entré au Panthéon. Qu'est-ce que disait Badinter ? Il disait que les cellules d'isolement, les prisons où on mettait à l'isolement, c'était une autre manière de dire que c'était de la torture blanche. Voilà ce que disait Badinter. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Ne faites pas parler Robert Badinter, qui est un monsieur formidable. Mais c'est formidable, un monsieur formidable. C'était exactement ce qu'il disait. J'ai eu l'honneur de pouvoir interviewer 2 ou 3 fois. Non, mais je dis, il faut faire attention à ce que l'on fait. Créer des prisons où c'est la proposition. C'était la proposition. Non, mais c'est pour les gros bonnets. Vous mettez en cause les prisons pour les gros bonnets ? Exactement. Je mets en cause les prisons pour les gros bonnets. Mais pourquoi ? Parce qu'il s'agit de torture blanche, et je reprends les mots et la comparaison de Robert Badinter. Non, laissez Robert Badinter, qui est un monsieur formidable. C'est trop facile. Non, mais c'est trop facile. Et qui est un de mes modèles. Je voudrais bien savoir ce qu'il dirait aujourd'hui, mais laissons ça de côté. Vous pensez que les prisons spéciales
organisé par le ministre, le garde des Sceaux et le monde de la justice, évidemment, pour les gros bonnets, c'est un acte de torture. Je dis juste qu'il y a des tensions. Les prisons de haute sécurité, je dis juste qu'il y a des tensions. Et d'ailleurs, oui, il y a des associations qui s'inquiètent du respect des droits et des libertés à l'intérieur de cette prison, qui s'inquiètent du choix arbitraire qui est fait des gens que l'on place dans ces prisons-là. Je ne dis pas qu'il faut être particulièrement clément, en fait, avec ces narcotrafiquants qui ont du sang sur les mains. En revanche, la question du respect des droits et des libertés, y compris pour ces personnes atroces que vraiment je réprouve et que je n'ai pas envie de croiser dans ma vie, que sont les narcotrafiquants ou même les terroristes, je dis ils ont droit au respect de leurs droits et de leurs libertés. Et c'est important. Et parfois, on a un peu tendance à l'oublier. Moi, je dis, en écoutant Pablo, je dis respect du droit et des libertés, fondement de notre démocratie, et il faut le vérifier pour tout le monde sans exception, y compris ceux qui ont du sang direct ou indirect sur les mains. Mais néanmoins, en vous écoutant, je suis quand même assez surpris, voire un peu effaré, parce que votre combat, cher Pablo, c'est donc le combat contre les conditions dans lesquelles sont emprisonnés des gros bonnets de la drogue à qui on vient de rappeler ou de faire savoir que les ordinateurs dans la prison pour entrer en contact avec l'extérieur, c'était pas une bonne idée, et c'était même une faiblesse de plus et tout. Non mais, je suis quand même un peu surpris. C'est votre combat aujourd'hui par rapport à la donne. Non, enfin, je dis juste que ça en fait partie parce que les dérives illibérales dans le monde occidental sont légion en ce moment, et que je fais attention. Je suis vous avez raison. Et la France insoumise aussi d'être vigilant en fait sur ces questions-là. Vous avez raison. On a fermé les bagnes, on a fermé les prisons de haute sécurité et d'isolement. On a aboli la peine de mort pour des raisons qui, à mon sens, étaient bonnes et étaient en accord avec la promesse républicaine. Non, mais attendez, personne ne propose de rétablir le bagne et la peine de mort. En fait, non, mais on vient de rétablir les prisons on vient de rétablir en fait les isolations massives et les prisons de haute sécurité qui avaient été fermées par Robert Badinter en 1993. Arrêtez de parler de Robert Badinter. Je répète une nouvelle fois que c'est un monsieur formidable, un homme d'État qui honore la République. Mais je suis content d'être. Je suis toujours content d'être face à vous et de pouvoir de vous entendre. Mais je m'attendais à tout sauf à ça. C'est-à-dire votre combat, alors que le point de départ était les narcotrafiquants, la menace qui s'amplifie sur l'ensemble de la France. Votre combat, c'est ce qui se passe dans ces nouvelles... C'est quand même... Vous avez consacré beaucoup de votre temps à ça, c'est votre droit le plus strict. Mais c'est quand même curieux. Hein. On entendra vos deux positions et c'est la fin de ce débat. Merci à tous les deux et on se retrouve bien sûr mercredi prochain et je vous donne rendez-vous demain pour Politique avec nos invités. À très vite. Merci.